Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la rencontre entre le président de la République Ange Rajoelina et les responsables de la Banque mondiale et du FMI à Washington a reflété le renforcement de la coopération de Madagascar avec les grandes institutions financières. Les trois parties ont élaboré et discuté des plans de redressement de Madagascar, notamment les projets urgents. Les discussions ont abouti et un financement total de 534,9 millions de dollars de la Banque mondiale a été signé hier. Jeudi Rajanerin pour plus de détails. Le président de la République de Madagascar au centre. À ses côtés, le président de la Banque mondiale et la directrice générale du Fonds monétaire international. C'est la première fois qu'un tel tableau apparaît dans l'histoire des trois parties. Le président Ange Rajoelina a rencontré David Malpass, président de la Banque mondiale, et Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI à Washington. Le numéro 1 malagasy a fait savoir que la reconstruction de Madagascar se concentre sur 10 domaines prioritaires, surtout après les nombreuses épreuves traversées par le pays, notamment la pandémie de Covid-19, la sécheresse dans le sud causée par le changement climatique et les intempéries. Il s'agit de construction d'infrastructures, d'énergie, d'agriculture, de la sécurité sociale, de l'eau, du logement, de l'éducation, de la réforme du secteur public et de la santé. Les défis sont immenses et des financements sont nécessaires. Ces grandes institutions financières ont renforcé leur soutien à Madagascar. La preuve, cette signature de 2 projets à hauteur de 534,9 millions de dollars avec la Banque mondiale. Le premier projet, d'une valeur de 400 millions de dollars, est Connecting Madagascar for Inclusive Growth, pour construire des routes dans les zones les plus difficiles, telles que la route nationale 10, de 400 km. Il y a aussi 100 km de route nationale 31 entre Mangok et Bealanan, ce qui supprimera l'isolement des zones et permettra le transfert de produits pour améliorer l'économie et les moyens de subsistance de la population. Un deuxième projet de 134,9 millions de dollars servira à lutter contre l'épidémie de Covid-19, ce qui améliorera les systèmes et services de santé. La signature de ces 2 projets confirme non seulement le dynamisme de la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale, mais témoigne surtout de votre intérêt et implication de votre institution dans le développement de notre pays, a déclaré le président Ange Rajoelina. Toujours en économie, les recettes provenant de l'exportation de vanille, de girofle, de nickel et de cobalt ont augmenté de 31,6% à la fin de 2021, tandis que le taux d'importation a atteint 9,1%, la plupart de ces biens importés étant des matières premières. Ce sont les chiffres révélés dans un rapport publié par la Banque centrale de Madagascar. Les détails. Les exportations de vanille, de café et de clous de girofle a rapporté le plus dans les caisses de l'État. 2463,7 tonnes de vanille ont été exportées en 2021 contre 1673,9 tonnes en 2020, soit une augmentation de 18,2%. Le secteur a généré des revenus de 602,5 millions de dollars contre 509,5 millions de dollars en 2020. Concernant le girofle, son exportation a connu une augmentation 111,8 millions de dollars en 2021 contre 64 millions de dollars en 2020. En effet, 20 833,1 tonnes de girofle ont été exportées en 2021 contre 14 750,4 tonnes en 2020. Le secteur minier occupe la 2e place. Suite à la réouverture d'un Batvi, les revenus suite à l'exportation de nickel sont passés à 503,4 millions de dollars avec 27 710 tonnes exportées au prix de 18,2 dollars le kilo contre 13,1 dollars auparavant. Le cobalt, en revanche, a apporté 104,9 millions de dollars tout en se vendant 52,58 dollars le kilo. Nous en avons exporté 1985,7 tonnes en 2021,
contre 963 tonnes vendues à 34,9 $ le kilo en 2020. L'exportation de titane a également connu une augmentation avec 581 969,1 tonnes produites en 2021, ayant rapporté 143 millions de dollars contre 424 043,9 tonnes en 2020. Quant au zirconium, son exportation a connu une augmentation de 1,4% à 18,8 millions de dollars contre 18,5 millions de dollars auparavant. Mais la quantité des exportations a diminué puisqu'il est passé de 25 250 tonnes en 2020 à 23 100 tonnes en 2021. En troisième place se trouvent les exportations de textiles, de fruits de mer et d'autres produits halieutiques. Pour les exportations de textiles, elles ont augmenté de 23,8%, rapportant 505,1 millions de dollars. En effet, 36 161,6 tonnes ont été exportées en 2021 contre 408 millions de dollars et 27 252,2 tonnes l'année précédente. Les exportations de fruits de mer comme les crevettes ont connu une baisse alors qu'elles ont généré 87,7 millions de dollars en 2020. Elles sont tombées à 82,3 millions de dollars en 2021. 10 846,2 tonnes ont été exportées en 2021 contre 11 472,7 tonnes en 2020. Pour 2021, nous avons importé des matières premières avec une hausse de 41% selon un rapport publié par la Banque centrale. De ce fait, nos exportations se sont globalement améliorées en 2021 avec un solde positif de 279 millions de dollars, soit 2% du PIB. Si le déficit était de moins 194,3 millions de dollars en 2020. Cependant, cela pourrait diminuer pour 2022 en raison de la crise engendrée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En politique, 3 nouveaux ministres sur 7 ont à ce jour fait leur déclaration de patrimoine auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Parmi eux figurent le ministre des Mines et des Ressources stratégiques Rakoutomalala Olivier et le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène Fidinia Vukac qui se sont rendus aujourd'hui à Mbouida. Il est à rappeler que les autres ministres ont encore 2 mois pour le faire. Détails sur les images de Yves Janel. Un mois après la nomination des nouveaux membres du gouvernement, le 17 mars dernier, seulement 3 parmi les 7 nouveaux ministres sont venus à Mbouida pour y déposer leur déclaration de patrimoine. Cependant, c'est une obligation pour promouvoir la transparence et d'éviter la corruption. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Rakoutomalala Olivier, et le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidinia Vukac, sont venus aujourd'hui pour le faire à Mbouida. Toujours selon la loi, les ministres disposent de 3 mois après leur nomination pour déclarer leur patrimoine. On apprend cependant que 8 des ministres nommés en août 2021 ne l'ont pas encore fait et n'ont pas encore été rappelés à l'ordre. Et puis l'ambassadeur suisse à Madagascar, Jasper Sarot, a effectué ce jour une visite de courtoisie auprès du secrétaire d'État, auprès du ministère de la Défense nationale en charge de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Serge Gelé à son bureau au camp général Philbert Amarlai Betungulu. Il s'agit d'une occasion de parler de divers défis, notamment dans le domaine de la sécurité. Les 2 personnalités sont d'accord sur le point concernant la prévention qui devrait être une priorité. Les sujets abordés aujourd'hui serviront très prochainement de piste de nouvelles collaborations. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur de Suisse à Madagascar, Jasper Sarot. C'était une excellente occasion de rendre une visite de courtoisie au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie aujourd'hui. Une première depuis qu'on est les 2 en fonction ici à Madagascar, une excellente occasion pour parler de plein de défis, notamment dans le domaine de la sécurité, et on était les 2 d'accord qu'évidemment c'est la prévention, toujours ça, ce qui devrait être la priorité. Prévenir c'est mieux que guérir, on le sait, c'est lié aussi à des investissements. On a fait un tour un peu qui a couvert
tous ces défis et on aurait eu encore beaucoup d'autres sujets à en discuter, mais j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de le faire et peut-être aussi de creuser des pistes de collaboration. Fait divers à présent, 6 personnes sont mortes suite au chavirement d'une pirogue sur le lac de Tatamarna Betaf, région Vaknakarachi hier. 4 parmi les 6 décédés sont issus d'une même famille. Le naufrage aurait été causé par une surcharge de la pirogue, selon les témoins. Fanjesena Mireille et Jameson Ranjanarmanan. Le drame s'est passé vers 14h hier sur le lac de Tatamarna Betaf. 16 personnes qui étaient venues pour un pique-nique durant les fêtes ont pris cette petite pirogue pour se divertir. L'embarcation a coulé au large du lac. 6 personnes ont perdu la vie, dont 4 d'une même famille venant d'un tirabé. 10 personnes ont pu réchapper et sont rentrées chez eux après avoir reçu les soins nécessaires au CSB de Betaf. La cause du naufrage serait une surcharge car la pirogue a embarqué trop de passagers, selon les témoins. De plus, les matériels nécessaires pour le sauvetage des victimes étaient inexistants, affirment toujours les témoins. Le dernier corps n'a été retrouvé que vers 19h30, selon les informations. Selon les riverains, de tels drames surviennent souvent sur ce lac de Tatamarn, surtout quand ses eaux changent de couleur. Les responsables étatiques menés par le gouverneur de la région Vaknakarach sont venus sur les lieux pour réconforter les familles des victimes. Jusqu'à 30% de dégâts ont été observés dans le jardin d'Ambuzatu après le week-end pascal. Les infrastructures n'ont pas été respectées, de même que le nombre de visiteurs qui était censé être limité à 70. Sylvain Sech Anjanab. La majeure partie des gazons a été endommagée. Des fleurs ont même été déracinées, tandis que des jeunes plants ont également été piétinés par les visiteurs. Des milliers de personnes ont afflué ici le lundi de Pâques. Les visiteurs ont pourtant voulu y entrer, mais quand la permission leur a été accordée, ces visiteurs n'ont pas respecté toutes les consignes. Les réparations et les nettoyages ont commencé. Les ordures laissées par ces indélicats ont rempli plus de 50 sacs. Les surveillants et les jardiniers ont toujours encouragé le respect des biens communs. Selon les explications, le jardin n'est pas encore complètement terminé, raison pour laquelle il n'est ouvert que les samedis et les dimanches, et le nombre de visiteurs limité à 70 personnes à chaque vague. Et pour terminer, les actualités locales, travaux forcés à perpétuité, telle est la peine maximale pour l'auteur d'un viol si la victime était sous sa responsabilité selon le code pénal malagasy. Mais si telle est la peine de l'agresseur, la victime subit de son côté un traumatisme à vie. D'après les associations de femmes luttant contre les violences ce jour, les arrangements à l'amiable ne devraient plus avoir lieu dans de telles circonstances. Les affaires de viol devraient être également strictement suivies afin que les coupables payent pour leur action, toujours d'après les explications. Le point avec Fitimiar Koufen sur les images de Yves Janel. Blessures physiques, peur et anxiété, agitation, difficultés de communication, altération et dégoût de soi, tels sont les vécus quotidiens des victimes de viol selon les enquêtes réalisées par des associations féminines qui luttent contre la violence. Des décès ont également été constatés à la suite d'un viol, particulièrement chez les enfants, selon le rapport de ces dernières. Le viol n'est donc pas seulement une violence sexuelle, mais surtout psychologique. Les interventions en faveur des enfants victimes de violences doivent être renforcées, ont déclaré ces associations. Les personnes qui prennent en charge de ces enfants doivent bénéficier d'une formation psychologique pour améliorer la prise en charge. L'adoption de la loi sur la violence basée sur le genre constitue une étape importante dans la lutte contre la violence et le décret d'application devrait être promulgué face à la propagation des cas de violence de ces dernières semaines. Une propagation qui a été constatée depuis longtemps et surtout durant le confinement, même si ce n'est que maintenant qu'on ose dénoncer ces violences. Les arrangements à l'amiable ne devraient plus avoir lieu dans une affaire de viol d'enfants. Les procédures devraient également être strictement respectées afin que les violeurs ne puissent pas s'en tirer facilement et payer pour leurs actes. La lutte contre la violence est une lutte que nous devons mener au quotidien. Tout un chacun doit s'entraider dans cette lutte, les parents, la société et les autorités compétentes afin de les dénoncer.
Dans les actualités internationales, 6 mois après les législatives, l'Irak n'a toujours pas de président ni de Premier ministre, faute de quorum au Parlement. Si les détails sont toujours lents dans le pays pour former un gouvernement, la situation est aujourd'hui complètement paralysée. Les deux blocs politiques ne parvenant pas à s'entendre pour partager le pouvoir, la population, notamment dans les quartiers pauvres, en paie les conséquences. France 24. En périphérie de Bagdad, Mohanad Al-Assadi supervise la construction de nouvelles routes. Habituellement, ce chef de projet dirige une dizaine de chantiers similaires. Mais à cause du blocage politique, la plupart sont aujourd'hui à l'arrêt. La plupart des projets qui concernent les infrastructures comme les routes, les égouts et l'électricité sont financés par le budget de l'État. Comme le gouvernement n'a toujours pas été formé, le budget n'a pas été soumis ni approuvé. Au total, des milliers de projets seraient actuellement bloqués dans le pays. Mohanad ne cache pas sa lassitude. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire en allant voter. Maintenant, c'est au tour des politiques qu'ils s'entendent, forment un gouvernement et fassent avancer le pays. Les délais pour former un gouvernement sont toujours longs en Irak. 5 mois et demi en moyenne. C'est normalement le temps des négociations entre les deux grands blocs politiques. Mais pour la première fois en près de 20 ans, ces discussions n'ont tout simplement pas lieu. Car le grand vainqueur des élections, Moqtada Sadr, ne veut pas partager le pouvoir et refuse de consulter ses adversaires, des partis proches de l'Iran, dont cette députée fait partie. Depuis 2003, la gouvernance repose sur le consensus. Toutes les composantes de la société doivent s'entendre entre elles. Aujourd'hui, ils veulent rompre avec cette tradition. Très bien, mais c'est notre droit de former une alliance et de boycotter les sessions parlementaires. Aucun de ces deux blocs politiques n'a la majorité absolue pour imposer ses choix au Parlement. Résultat, le pays est aujourd'hui dans l'impasse et la population souffre des retombées. En particulier dans les quartiers pauvres, où les habitants vivent souvent dans l'attente de projets censés améliorer leurs conditions de vie. Pendant les élections, on nous a promis que des projets seraient lancés dès la formation du gouvernement. Par exemple, ils nous ont dit qu'ils allaient nous débarrasser de toute cette décharge pour qu'on puisse vivre normalement ici. Si vous saviez comme les odeurs et la fumée nous rendent malades. Rien ne permet de dire que ces promesses seront véritablement tenues. Mais tant que le gouvernement ne sera pas formé, c'est aussi l'espoir d'une vie meilleure qui est à l'arrêt dans le pays. À Shanghai, 3 personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes ont succombé au Covid-19, des chiffres suscitant certaines interrogations au vu du faible taux de vaccination chez les seniors en Chine. La ville est soumise depuis la fin du mois de mars à un confinement extrêmement strict. France 24. 15e jour de confinement à Shanghai. Ici, 25 millions d'habitants vivent au rythme de la politique chinoise du zéro Covid. La ville ordonne désormais le dépistage massif de tous ses habitants. Les laboratoires de la capitale économique chinoise mettent donc les bouchées doubles. Pour la première fois depuis le confinement, les autorités chinoises avancent un bilan. Le 17 avril, 3 décès liés au Covid-19 ont été signalés. Il s'agissait de personnes âgées qui souffraient de diabète et d'hypertension notamment, des maladies sous-jacentes graves. Tous n'avaient pas été vaccinés contre le nouveau variant du Covid. Après leur admission à l'hôpital, leur état s'est détérioré. Ils sont décédés du Covid malgré les nombreuses tentatives pour les sauver. À Shanghai, la population est épuisée par la politique inflexible des autorités face au virus. L'accès à la nourriture est souvent difficile. Jeudi, des habitants en colère ont affronté des policiers venus les obliger à céder leur appartement pour isoler des personnes positives au coronavirus. Vous nous avez interdit de nous rassembler ou de sortir et nous avons obéi. Mais maintenant, vous voulez placer les patients infectés avec des taux de transmissibilité élevés à moins de 20 mètres de certaines habitations. Que voulez-vous que nous fassions, nous, les gens ordinaires ? Les autorités se donnent jusqu'à mercredi au plus tard pour interrompre la propagation de l'épidémie de coronavirus hors des zones de quarantaine. Et puis pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit lundi espérer obtenir pour son pays, dans les semaines à venir, le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Remercions Bruxelles pour la célérité du processus. France 24. Il se veut confiant.
Le président Zelensky a rendu lundi le questionnaire d'adhésion de son pays à l'Union européenne, une première étape pour que l'Ukraine obtienne officiellement le statut de candidat. Notre pays vient de franchir une des étapes pour entrer dans l'Union européenne. C'est ce à quoi aspire notre peuple, c'est pourquoi nous nous battons. À l'Union européenne désormais de trancher sur le sort de l'Ukraine. Le processus pour devenir candidat peut prendre plus d'1 an, mais le président ukrainien table sur une candidature officielle dès le mois de juin prochain. Lors de sa visite à Kiev il y a 10 jours, Ursula von der Leyen lui avait promis une procédure accélérée. Nous sommes à vos côtés, vous qui rêvez d'Europe. Mon cher Volodymyr, mon message pour vous aujourd'hui est très clair. L'Ukraine appartient à la famille européenne. Même si elle obtient le statut de candidat, l'Ukraine devra faire face à de nombreux obstacles juridiques. L'alignement de sa législation avec celle de l'Europe peut prendre des années et certains pays comme la France ne veulent pas précipiter les choses. De son côté, la Russie voit d'un mauvais œil l'adhésion de l'Ukraine au bloc européen, mais le président Zelensky a fait un pas de côté. Il propose d'abandonner la candidature de son pays à l'OTAN, l'une des principales revendications du Kremlin. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.